Les gémissements parvinrent aux oreilles de Sharon, avant même qu'elle n'ouvre la porte de la chambre. Elle resta figée dans le couloir de l'appartement qu'elle partageait avec David, la main tremblante sur la poignée, les sacs de course glissant de ses doigts. Des fraises biologiques roulèrent sur le parquet, ses préférées. Elle avait quitté le travail plus tôt pour lui faire une surprise pour leur 3e anniversaire. Mais c'est elle qui eut la surprise. À travers l'entrebâillement de la porte, elle les vit. David, l'homme qui lui avait promis l'éternité le mois dernier, son corps entrelacé avec quelqu'un d'autre sur leur lit, sur les draps qu'ils avaient choisis ensemble chez Target. Et sous lui, gémissant son nom avec un plaisir théâtral, se trouvait Jasmine, sa meilleure amie depuis la première année d'université. Sa demoiselle d'honneur pour le mariage qu'ils étaient en train de planifier. La femme qui lui avait tenu la main à chaque chagrin d'amour et lui avait promis qu'elle ne serait jamais comme ses autres filles. La poitrine de Sharon s'effondra. La douleur était physique, aiguë, comme si quelqu'un avait plongé la main dans sa cage thoracique et serré son cœur jusqu'à ce qu'il éclate. « David », s'entendit-elle dire. Sa voix ne ressemblait pas à la sienne. Elle était creuse, brisée. Le mouvement sur le lit s'arrêta. La tête de David pivota brusquement vers la porte, ses yeux s'écarquillant de l'horreur particulière d'un homme pris en flagrant délit. Jasmine se précipita pour se couvrir avec les draps, ses tresses, celles que Sharon avait aidé à poser le week-end dernier, retombant sur ses épaules nues. « Sharon !» David sauta du lit, cherchant ses boxeurs. « Bébé, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. » La voix de Sharon se brisa. Elle poussa la porte complètement, entrant dans la pièce qui ressemblait désormais à une scène de crime. « Tu es nue. Elle est nue, dans notre lit, le jour de notre anniversaire. À quoi ça ressemble exactement, David ?» Jasmine eut l'audace d'avoir l'air agacée. « Meuf, tu aurais peut-être dû mieux gérer tes affaires. Un homme a des besoins. » Les mots frappèrent Sharon comme une gifle. Elle fixa la femme qu'elle avait appelée sa sœur, la femme qu'elle avait défendue devant tous ceux qui disaient qu'elle était fausse, la femme à qui elle avait confié ses secrets et ses insécurités les plus profonds. « Depuis combien de temps ?» demanda Sharon, sa voix dépassant à peine un murmure. David ouvrit la bouche, mais Jasmine répondit la première, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « 8 mois. Depuis ta fête d'anniversaire. Tu sais, celle où tu étais tellement ivre que tu t'es évanoui tôt. 8 mois. 8 mois de mensonges, de faux sourires, de planification d'un mariage avec un homme qui couchait avec sa meilleure amie. 8 mois pendant lesquels Jasmine s'était assise en face d'elle lors des brunchs, posant des questions sur les détails du mariage, tout en sachant qu'elle partageait le lit de Sharon. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Sharon. Mais au lieu de s'effondrer, au lieu de leur donner la satisfaction de ses larmes, autre chose surgit. Quelque chose de froid, quelque chose qui était resté dormant en elle pendant 26 ans. Elle ramassa sa bague de fiançailles, celle que David avait passée à son doigt avec des promesses d'éternité, et la lui lança au torse. « C'est fini. Sharon, allez, parlons-en. » David essaya de lui saisir le bras, mais elle se dégagea violemment. « Ne me touche plus jamais. » Elle sortit de cet appartement, avec rien d'autre que son sac à main et les vêtements qu'elle portait. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle marcha simplement dans la nuit froide de Soule, la ville où elle avait déménagé pour le travail de David, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait à Atlanta, et laissa les néons l'engloutir tout entière. Si vous êtes déjà accro et que vous voulez voir ce qui se passe ensuite, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite. Sharon marcha pendant des heures. Elle ne savait pas où elle allait. Elle s'en fichait. La ville de Soule s'étendait devant elle. Un labyrinthe de gratte-ciel étincelants et de ruelles étroites, de panneaux publicitaires K-pop et de temples traditionnels. Elle y vivait depuis 2 ans, mais ce soir, elle se sentait comme une étrangère dans un pays étrange. Son téléphone vibra à plusieurs reprises. David, Jasmine, des numéros inconnus qui étaient probablement eux, l'appelant depuis différents téléphones. Elle l'éteignit et continua de marcher. Finalement,
Ses pieds la portèrent à Gangnam, vers un immeuble noir et élégant sans enseigne, juste une porte lourde et un videur qui la regarda comme si elle était perdue. « Club privé ?» dit-il dans un anglais avec un accent. Sharon ne savait pas ce qu'il avait possédé. C'était peut-être l'engourdissement. Peut-être était-ce le besoin désespéré de ressentir autre chose que ce vide écrasant. Peut-être était-ce le fait qu'elle avait passé 3 ans à être la petite amie modèle, la partenaire compréhensive, la femme qui faisait toujours passer les besoins de David en premier. Et regardez où cela l'avait menée. « Je veux entrer, » dit-elle. Le videur la dévisagea de haut en bas. Elle portait toujours ses vêtements de travail, une robe noire ajustée qui épousait ses courbes, des talons qui rendaient ses jambes interminables. Ses loques étaient relevés en un chignon élégant. Elle avait l'air chère, même si elle se sentait sans valeur. Quelque chose changea dans son expression. Il s'écarta. Le club ne ressemblait à rien de ce que Sharon avait jamais vu. Sombre, luxueux, dangereux. Des lustres en cristal projetaient des ombres sur des banquettes en velours, où des hommes en costumes coûteux discutaient à voix basse. De belles femmes se drapèrent sur ces hommes comme des accessoires. L'air sentait l'argent et les secrets. Sharon se dirigea droit vers le bar et s'assit. « Whisky », dit-elle au barman. « Pur. Et ne vous arrêtez pas. » Elle vida le premier verre comme de l'eau. Le deuxième brûla moins. Au troisième, les contours de sa douleur commençaient à s'estomper. Boire seul est une triste affaire. La voix venait d'à côté d'elle, profonde, suave, avec un accent qui faisait frissonner sa peau. Sharon se tourna, prête à dire à quiconque c'était de la laisser seule. Mais les mots moururent dans sa gorge. Il était magnifique. Il n'y avait pas d'autres mots. Une mâchoire saillante, des lèvres pleines, des yeux sombres qui semblaient lire en elle. Ses cheveux noirs étaient ramenés en arrière, et une fine cicatrice traversait son sourcil gauche, seule imperfection sur un visage par ailleurs parfait. Il portait un costume noir qui coûtait probablement plus cher que son salaire annuel, et sa présence commandait l'attention de tout le monde dans la pièce, même s'il ne faisait rien d'autre que d'être assis là. « Je passe la meilleure nuit de ma vie », dit Sharon d'un ton sec. « Ça ne se voit pas ?» Il sourit. C'était un sourire dangereux, le genre qui promet des ennuis. « Que s'est-il passé ? Pourquoi ça vous intéresse ? » ?»« Ça ne m'intéresse pas. » Il fit signe au barman pour 2 autres verres. « Mais vous êtes intéressante. Je n'ai pas vu quelqu'un entrer dans ce club avec autant de rage dans les yeux depuis longtemps. » Rage. Sharon rit amèrement. « C'est donc ça ? Vous souffrez, dit-il, sa voix baissant d'un ton. Mais sous cette souffrance, il y a de la colère, le genre qui réduit les villes en cendres. » Sharon le fixa. Personne ne l'avait jamais lu avec autant de précision après l'avoir connu pendant 30 secondes. « Mon petit ami m'a trompé, » s'entendit-elle dire. « Avec ma meilleure amie. Je les ai surpris ce soir. Dans notre lit. Après 3 ans. Après avoir tout sacrifié pour lui. » L'expression de l'homme ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. C'est un imbécile. Ouais, eh bien, apparemment, c'est moi la plus grande imbécile pour ne pas l'avoir vu. Non, il secoua la tête. Vous avez fait confiance. Ce n'est pas être imbécile, c'est être humain. Ce qui est insensé, c'est de briser cette confiance. Il n'y a rien de plus précieux que la loyauté, et rien de plus impardonnable que la trahison. La façon dont il le dit fit frissonner Sharon, comme s'il ne parlait pas seulement de relations, comme si la trahison était pour lui un crime punissable par quelque chose de bien pire qu'un cœur brisé. « Quel est votre nom ?» demanda-t-elle. « Voulez-vous vraiment le savoir ?»« Oui. » Il l'étudia pendant un long moment. « Junho. Kang Junho. Je suis Sharon. Je sais. » Elle fronça les sourcils. « Comment ?» Il sourit à nouveau. Ce sourire dangereux. Je me fais un devoir de connaître tous ceux qui franchissent ces portes, surtout les belles femmes qui ont l'air d'être sur le point de mettre le feu au monde. Le whisky la rendait courageuse, ou peut-être était-ce la douleur, l'insensibilisant aux conséquences, ou peut-être était-ce lui, ce bel inconnu qui la regardait comme si elle était la chose la plus intéressante de la pièce. « Dansez avec moi, dit-elle. Junho haussa un sourcil. « Je ne danse pas, moi non plus. Mais je ne veux plus réfléchir. Et je pense que vous pouvez m'y aider. » Il se leva et lui offrit sa main. Elle était chaude, forte,
et dès qu'elle la toucha, l'électricité parcourut tout son corps. Ils se déplacèrent vers un coin plus sombre du club, où la musique était plus lente, plus sensuelle. Junio l'attira contre lui, sa main se posant au bas de son dos. Elle pouvait sentir sa chaleur à travers sa veste de costume, pouvait sentir son parfum, quelque chose de sombre et de chair qui lui faisait tourner la tête. « Vous jouez avec le feu », murmura-t-il contre son oreille. « Tant mieux », répondit-elle dans un souffle. « Je veux brûler. » Et puis, parce qu'elle en avait assez d'être prudente, assez d'être sage, assez d'être la femme qui suivait toutes les règles et finissait quand même par avoir le cœur brisé, Sharon se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. « Allez-vous m'embrasser ou non ?» Les yeux de Juno s'assombrirent. Pendant un instant, elle pensa qu'il dirait non, qu'il se comporterait en gentleman, s'en irait, la laissant seule avec son whisky et son chagrin. Mais il n'était pas un gentleman. Elle le voyait bien maintenant. Il prit son visage entre ses deux mains et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, c'était dévorant, possessif. Ses lèvres bougeaient contre les siennes, avec une faim qui lui coupait le souffle. Son dos heurta le mur, et elle s'en fichait. Ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux, et elle ne s'en souciait pas non plus. Tout ce qui comptait, c'était ce moment, ce sentiment, ce feu qui consumait toute la douleur. Lorsqu'ils finirent par se séparer, ils étaient tous deux essoufflés. « Venez avec moi, » dit Juno. Ce n'était pas une requête. Où ça? Est-ce que ça importe? Ça n'importait pas. Plus rien n'importait. Ni David, ni Jasmine, ni la vie qu'elle avait si soigneusement construite et qui s'était réduite en poussière. D'accord. Juno lui prit la main et la conduisit à travers le club, devant les banquettes en velours, devant les regards observateurs, vers un ascenseur privé au fond. Il posa son pouce sur un scanner et les portes s'ouvrirent. « VIP ?» demanda Sharon. « Quelque chose comme ça. » L'ascenseur monta en flèche et quelques instants plus tard, ils entrèrent dans un penthouse qui semblait sortir d'un magazine. Des baies vitrées surplombaient la ligne d'horizon de Séoul. De l'art moderne était accroché au mur. Tout était noir, doré et épuré. « Vous vivez ici ?» Sharon souffla. « Quand je suis en ville. » Elle se tourna pour le regarder, vraiment le regarder. Et pour la première fois, une pointe d'inquiétude s'insinua dans sa poitrine. Cet homme n'était pas seulement riche, il était puissant d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. « Qui êtes-vous, Juno ?» Il se dirigea vers le bar et versa 2 verres de vin. Un homme d'affaires. Quel genre d'affaires? Le genre dont on ne pose pas de questions. Il lui tendit un verre. « Mais je vais vous dire ceci. Je ne suis pas un homme bon, Sharon. Je fais des choses qui vous horrifieraient. J'ai construit un empire sur des choses qui feraient fuir la plupart des gens. Si vous voulez partir, la porte est juste là. Je ne vous en empêcherai pas. Elle devrait partir. » Chaque instinct de survie qu'elle possédait lui criait de partir. Mais quelque chose dans son regard la maintenait sur place. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme s'il voyait la noirceur en elle qu'elle avait cachée toute sa vie. « Je ne veux pas partir », murmura-t-elle. Il posa son verre et réduisit la distance entre eux. « Alors restez !» Cette nuit-là, Sharon se laissa tomber dans le feu. Elle se réveilla le lendemain matin dans des draps de soie, son corps délicieusement endolori, pour trouver l'autre côté du lit vide. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, et pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis tout lui revint en mémoire. David, Jasmine, le club, Juno. Elle se redressa, serrant le drap contre sa poitrine, et regarda autour d'elle. Sa robe était soigneusement pliée sur une chaise. Ses talons étaient placés à côté. Sur la table de nuit se trouvait une note. « Du partir pour affaires. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Mon chauffeur vous emmènera partout où vous aurez besoin d'aller. J. » Sous la note se trouvait une carte noire avec un numéro de téléphone. Sharon la fixa pendant un long moment. Qu'avait-elle fait? Elle avait couché avec un inconnu qui admettait ne pas être un homme bon, un inconnu qui la regardait comme si elle était une chose à consommer. Et le pire dans tout ça, elle ne le regrettait pas. Elle s'habilla
et prit l'ascenseur jusqu'au hall, où un homme en costume noir l'attendait. « Mademoiselle Charon ? Je suis le chauffeur de Monsieur Kang. Où puis-je vous emmener ?» Mademoiselle Charon. Comme si elle était quelqu'un d'important, comme si elle avait sa place ici. Je dois aller chercher mes affaires à mon appartement. Le trajet à travers la ville lui donna le temps de réfléchir, le temps de réaliser qu'elle n'avait aucun plan. Elle n'avait aucune épargne à laquelle David n'avait pas accès. Elle n'avait pas de famille en Corée. Son travail de coordinatrice marketing dans une entreprise technologique payait à peine assez pour couvrir le loyer, sans parler d'une caution pour un nouvel appartement. Elle était complètement et totalement seule. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Sharon s'arma de courage et entra. David était assis sur le canapé, l'air de ne pas avoir dormi. Quand il la vit, il bondit sur ses pieds. « Sharon, Dieu merci. Où étais-tu? J'ai appelé toute la nuit. J'ai éteint mon téléphone. Bébé, s'il te plaît, nous devons en parler. Il n'y a rien à dire. » Sharon passa devant lui vers la chambre. « Je prends mes affaires et je pars. » David lui saisit le bras. « Tu ne peux pas simplement partir. Où vas-tu aller? Tu n'as personne ici. Tu as besoin de moi. » Les mots résonnaient différemment maintenant parce qu'il avait raison. Elle n'avait personne. Elle s'était isolée pour lui, avait concentré toute son énergie sur leur relation, et maintenant, elle n'avait plus rien. Mais elle préférait n'avoir rien que de rester avec lui. « Lâche-moi, » dit-elle calmement. « Sharon, allez. C'était une erreur. Jasmine ne signifie rien pour moi. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux épouser. Tu aurais dû y penser avant de mettre ta queue dans ma meilleure amie. » L'expression de David changea. Le remords s'effaça, remplacé par quelque chose de plus laid. « Bien, tu veux jouer à ça? Vas-y, pars. Mais tu n'emportes rien. Cet appartement est à mon nom. Tout ce qu'il contient est à moi. Tu veux partir? Pars avec rien. » Sharon fixa l'homme qu'elle avait aimé pendant 3 ans et le vit clairement pour la première fois. La manipulation, le contrôle, la façon dont il l'avait isolée, l'avait rendue dépendante de lui, l'avait fait se sentir comme si elle n'était rien sans lui. « Garde tout, » dit-elle. « Garde tout. Ça ne vaut plus rien pour moi. » Elle attrapa un sac et y jeta ses vêtements, ses documents, son ordinateur portable. Rien d'autre. Rien qui lui rappelait David. Et puis elle sortit. Elle ne savait pas où elle allait. Elle avait peut-être $200 sur son compte personnel et plus d'appartements. Elle s'assit à l'arrière de la voiture de Juno et finit par se laisser pleurer. « Mademoiselle Charon ?» La voix du chauffeur était douce. « Monsieur Kang m'a demandé de vous informer que si vous avez besoin d'un endroit où loger, sa suite d'invités est disponible. » Sharon leva les yeux, essuyant ses larmes. Il a dit ça. Il a anticipé que vous pourriez en avoir besoin. Elle devrait dire non. Elle connaissait à peine cet homme. Mais l'alternative était quoi? Un hôtel qu'elle ne pouvait pas se permettre? Dormir dans la rue? D'accord, murmura-t-elle. Emmenez-moi là-bas. Maintenant, si vous êtes investi dans le voyage de Sharon et que vous voulez savoir ce qui se passe avec Juno, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Sharon emménagea dans la suite d'invités de Juno ce jour-là. C'était plus grand que son appartement entier avec David. Salle de bain privée, dressing, une vue sur la ville qui lui coupait le souffle. Elle ne vit pas Juno pendant 3 jours. Le penthouse était vide, à l'exception du personnel qui semblait apparaître et disparaître comme des fantômes. Toujours là quand elle avait besoin de quelque chose. Invisible quand ce n'était pas le cas. Le 4e jour, elle prenait son petit déjeuner sur la terrasse quand elle entendit les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Junio entra, l'air fatigué mais toujours dévastateur dans un col roulé noir et un pantalon fluide. 2 hommes l'encadraient, tous 2 bâtis comme des chars, tous 2 avec des oreillettes et des expressions qui disaient qu'il ne fallait pas s'y frotter. « Vous êtes restés, » dit Juno, congédiant ces hommes d'un geste de la main. « Vous avez dit que je pouvais. » Il s'assit en face d'elle et se servit de son café. « Comment vous sentez-vous » Comme si ma vie entière avait implosé en l'espace de 24 heures. Elle le regarda, mais aussi étrangement libre. La liberté est une épée à double tranchant. Elle peut être exaltante, elle peut aussi être terrifiante.
Est-ce l'expérience qui parle? Juno sourit, mais sans humour. Je n'ai jamais été libre, Sharon. Pas un seul jour de ma vie. Elle voulut demander ce qu'il voulait dire, mais quelque chose lui dit qu'il ne répondrait pas. Pas encore. Merci, dit-elle à la place, de me laisser rester. Je promets que je ne serai plus dans vos pattes dès que j'aurai compris mes prochaines étapes. Rien ne presse. Il s'adossa à sa chaise. En fait, j'ai une proposition pour vous. Une proposition? J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences. Marketing. Gestion de marque. Relations publiques. Mon entreprise s'étend vers des marchés légitimes, et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à naviguer dans le monde des affaires occidentales. Votre entreprise, répéta Sharon. Celle dont vous ne parlez pas, celle dont je suis prêt à vous parler. Si vous êtes prête à écouter. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû le remercier pour son hospitalité et trouver un moyen de partir. Mais la curiosité avait toujours été sa faiblesse. Dites-moi. Junio se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Ma famille contrôle l'économie souterraine de Séoul depuis 4 générations. Nous avons commencé par des services de protection, nous sommes passés au jeu d'argent, puis à l'immobilier. Maintenant, nous avons la main sur tout, du transport maritime à la technologie, en passant par le divertissement. Vous êtes dans la mafia, dit Sharon de but en blanc. Nous préférons organisation. Mais oui, je suis le chef de la famille Kang, le syndicat du crime le plus puissant de Corée du Sud. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Le cœur de Sharon battait la chamade, mais étrangement, elle n'avait pas peur. Peut-être qu'elle aurait dû courir vers la porte. Mais elle ne l'a pas fait. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle. Junio se tourna vers elle. « Parce que je ne mens pas aux personnes qui m'intéressent. Et vous m'intéressez beaucoup, Sharon. Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous êtes entrée dans mon club avec du feu dans les yeux. Je sais que vous n'avez pas scié quand je vous ai dit que je n'étais pas un homme bon. Je sais que vous avez plus de force en vous que vous ne le réalisez. » Il s'approcha lentement d'elle. « Et je sais que les gens qui vous ont fait du mal méritent de payer pour ce qu'ils ont fait. » Sharon eut le souffle coupé. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire que je me suis renseigné sur votre petit ami, David Reed. Travaille pour une entreprise technologique qui a des dettes importantes envers des gens très dangereux. Des gens qui n'apprécient pas les employés, qui volent l'entreprise. David vole son entreprise? Détournement de fonds. Un demi-million de dollars au cours des 2 dernières années. Il l'a bien caché, mais pas assez. » Sharon se sentit mal. Je ne savais pas. Bien sûr que non. C'est ainsi que les hommes comme lui opèrent. Ils gardent leurs partenaires dans l'ignorance pendant qu'ils construisent leurs petits empires de mensonges. Juno était devant elle maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir son parfum. Je peux le détruire, Sharon, financièrement, professionnellement, personnellement. Je peux m'assurer qu'il ne blesse jamais une autre femme comme il vous a blessé. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je protège ce qui est à moi. Je ne suis pas à vous. Junio sourit, et cette fois, cela atteignit ses yeux. Pas encore. Mais vous le serez, si vous le voulez. C'était de la folie. C'était complètement, absolument insensé. Cet homme était un chef criminel. Un homme dangereux et puissant qui avait probablement du sang sur les mains. Mais il était aussi la seule personne qu'il avait jamais regardée comme si elle méritait d'être protégée. Qu'elle méritait qu'on se batte pour elle. Qu'elle méritait de mettre le feu au monde. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-elle. « Travaillez pour moi. Publiquement, vous serez ma directrice du marketing international. Vous assisterez à des réunions, des événements, des dîners. Vous m'aiderez à construire une image légitime pour mon entreprise. Et en privé ?» Les yeux de Juno s'assombrirent. « En privé, je vous veux dans mon lit, dans ma vie. À mes côtés. C'est beaucoup demander à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Je sais. C'est pour cela que je ne demande pas, je propose. Vous avez l'entière liberté de dire non, de partir, de ne plus jamais me voir. » Il tendit la main et écarta une mèche derrière son oreille. « Mais je pense que vous en avez assez de jouer la sécurité. Je pense que vous en avez assez d'être la sage jeune femme qui se fait briser le cœur. Je pense que, tout au fond de vous, vous voulez être quelqu'un qui prend ce qu'elle veut, qui crée les règles au lieu de les suivre. » Il avait raison. Que Dieu lui vienne en aide, il avait raison.
J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Il la laissa seule sur cette terrasse, regardant la ville qui était devenue sa prison et qui pourrait maintenant devenir son royaume. Au cours des semaines suivantes, Sharon se sentit entraînée plus profondément dans le monde de Juno. Il était patient avec elle. Il ne la pressait pas. Il lui laissait de l'espace pour digérer, pour poser des questions, pour comprendre dans quoi elle s'engageait. Il l'introduisit dans ses affaires, lui montra le côté légitime de son empire, les hôtels, les restaurants, les investissements technologiques. Mais elle entrevit aussi l'autre côté, les hommes qui circulèrent dans le penthouse avec une efficacité silencieuse, les conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce, la façon dont les gens regardèrent Juno avec crainte et respect. Une nuit, elle l'attendait dans son bureau quand un homme fit irruption, ensanglanté et paniqué. « Patron, nous avons un problème. La famille Park s'en est prise à notre cargaison. 3 de nos hommes sont morts. » L'expression de Juno ne changea pas. Sa voix était calme, contrôlée. « Où ?» ?»« L'entrepôt à Incheon. Rassemblez les hommes. Je m'en occupe personnellement. » Il se leva et pour la première fois, Sharon le vit fouiller dans le tiroir de son bureau et en sortir une arme. Il vérifia le chargeur, le glissa dans son étui sous sa veste et se tourna pour la trouver debout dans l'encadrement de la porte. « Vous ne devriez pas voir ça, dit-il. Je le vois déjà. » Junio fit une pause. « Avez-vous peur ?» Sharon regarda l'homme avec qui elle partageait son lit depuis 2 semaines. L'homme qui lui apportait du café chaque matin et la serrait contre lui pendant ses cauchemars à propos de David. L'homme qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Non, dit-elle honnêtement. Je n'ai pas peur de vous. Vous devriez. »« Peut-être, mais ce n'est pas le cas. » Il s'approcha d'elle et l'embrassa sur le front. « Restez ici, je serai de retour avant le matin. »« Juno !» Elle lui saisit le bras. « Soyez prudent. » Quelque chose s'adoucit dans son regard. Toujours. Il était de retour avant l'aube comme promis. Il y avait du sang sur sa chemise, mais ce n'était pas le sien. Sharon ne posa pas de questions. Elle le conduisit simplement à la douche, l'aida à laver la nuit de sa peau et le tint dans ses bras jusqu'au lever du soleil. C'était sa vie maintenant. Et étrangement, elle ne la voulait pas autrement. 1 mois après que Sharon ait emménagé dans le penthouse, David refit surface. Elle quittait une réunion au bureau légitime de Juno quand elle le vit attendre près de sa voiture. Il avait l'air terrible, mal rasé, le regard hagard, désespéré. « Sharon, j'essaie de te joindre depuis des semaines. J'ai bloqué ton numéro pour une raison, David. S'il te plaît, écoute-moi. » Il lui saisit le bras et immédiatement, le chauffeur de Juno s'avança. Sharon lui fit signe de reculer. « Tu as 1 minute. Quelque chose se passe. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ma vie s'écroule. J'ai été licencié. Ils enquêtent sur moi pour détournement de fonds. De l'argent que je n'ai jamais volé, je le jure. Mes comptes bancaires sont gelés. Mon propriétaire m'expulse. Jasmine m'a quitté dès que les choses ont mal tourné. Ça ressemble au karma pour moi. Sharon, s'il te plaît. Tu me connais. Tu sais que je ne volerai jamais. Quelqu'un me piège. Et je pense... » Il regarda nerveusement autour de lui. « Je pense que cela a un rapport avec celui que tu vois maintenant. Les gens parlent. Ils disent que tu es avec quelqu'un de dangereux. » Sharon sentit un sourire froid s'étendre sur son visage. « Dangereux? Moi? Je ne plaisante pas. Il y a des hommes qui me suivent. J'ai reçu des appels menaçants. Quelqu'un a crevé mes pneus. Ce n'est pas normal. » Elle s'approcha de lui, baissant la voix. « Tu as détruit 3 ans de ma vie. Tu m'as fait sentir que je n'étais rien sans toi. Tu as couché avec ma meilleure amie et ensuite tu as essayé de me manipuler pour que je reste. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ?» Le visage de David devint pâle. « Sharon, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai rien fait. » Elle sourit. « Mais je suis avec quelqu'un maintenant qui prend soin de moi. Quelqu'un qui n'apprécie pas les gens qui font du mal à ce qui lui appartient. Es-tu folle? Tu vas laisser un criminel détruire ma vie. Non, David. » Sharon se pencha tout près. « Je vais le regarder détruire ta vie, et je vais en apprécier chaque seconde. » Elle monta dans la voiture et ne regarda pas en arrière. Cette nuit-là, elle raconta la rencontre à Juno. Il l'écouta sans l'interrompre, son visage indéchiffrable. « Je peux tout arrêter, dit-il quand elle eut fini. Si vous voulez que j'arrête,
Pourquoi voudrais-je cela? Parce que c'était quelqu'un que vous aimiez, parce que la vengeance fait du bien sur le moment, mais laisse un goût amer à la fin. Parce que vous n'êtes pas comme moi, Sharon. Vous avez encore de la lumière en vous. Elle monta sur ses genoux et prit son visage entre ses mains. J'ai passé 3 ans à tamiser ma lumière pour David. 3 ans à me faire plus petite, pour qu'il puisse se sentir plus grand. J'en ai fini avec ça. Je veux brûler d'un éclat vif, Juno. Je veux brûler si fort que tous ceux qui m'ont un jour fait sentir sans valeur devront se protéger les yeux. Il l'embrassa, d'un baiser profond et affamé. Alors brûle, mon amour. Je m'assurerai que le monde entier voit tes flammes. Les semaines suivantes furent enivrantes. Juno détruisit David méthodiquement. L'enquête pour détournement de fonds aboutit à des poursuites pénales. Sa réputation fut ruinée. Ses amis l'abandonnèrent. Aux dernières nouvelles reçues par Sharon, il vivait dans un minuscule studio, travaillant dans une épicerie, essayant de rassembler assez d'argent pour un avocat qui pourrait lui éviter la prison. Mais ce n'était pas suffisant pour Juno. Il retrouva Jasmine, qui était passée à un autre homme riche, et envoya les preuves de sa liaison à la femme de cet homme. En quelques jours, Jasmine fut exposée comme une briseuse de ménage et mise sur liste noire des cercles sociaux dont elle voulait si désespérément faire partie. Sharon observa tout cela avec une satisfaction qui la surprit. Elle ne s'était jamais considérée comme une personne vengeresse. Mais il y avait quelque chose de cathartique à voir les gens qui l'avaient blessé faire face aux conséquences. Pendant ce temps, sa relation avec Juno s'approfondit. Il était possessif et protecteur, mais il n'essaya jamais de la contrôler. Il lui laissait une liberté totale au sein de son monde. Il l'écoutait quand elle parlait. Il valorisait ses opinions. Il la traitait comme une égale, pas comme une possession. Et l'intimité entre eux ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais connu. Il connaissait son corps comme s'il l'avait étudié. Il savait exactement où toucher, exactement comment bouger, exactement quoi murmurer pour la rendre folle. Mais plus que cela, il connaissait son âme. Il voyait sa noirceur et ne sciait pas. Il voyait sa lumière et la chérissait. « Je t'aime », lui dit-elle une nuit, allongée dans ses bras après avoir fait l'amour pendant des heures. Il resta silencieux un long moment. Puis, si doucement qu'elle l'entendit à peine, « Je t'aime aussi, plus que je ne me pensais capable. Est-ce une mauvaise chose? C'est une chose dangereuse. L'amour vous rend vulnérable. Dans mon monde, la vulnérabilité vous fait tuer. Alors nous n'aurons qu'à être invincibles ensemble. » Il rit, un vrai rire, l'un des rares qu'elle ait jamais entendu de sa part. « Tu es folle, tu le sais? » Probablement. Mais tu m'aimes quand même. C'est vrai. Il l'embrassa sur la tempe. Que Dieu m'aide, c'est vrai. Mais leur bonheur n'était pas destiné à rester sans défi. Cela commença par des murmures, des rumeurs dans le monde souterrain, disant que Kang Junho s'était ramolli, qu'il était distrait par une femme, que la famille Kang était vulnérable pour la première fois depuis des décennies. La famille Park, leurs plus grands rivaux, commença à agir, empiétant sur le territoire de Kang, recrutant des hommes de Kang, testant les limites. Et puis, une nuit, ils firent leur coup le plus audacieux. Sharon quittait un événement caritatif, l'un des nombreux auxquels elle assistait désormais en tant que partenaire de Juno, quand une camionnette noire s'arrêta à ses côtés. Avant qu'elle ne puisse crier, avant que la sécurité de Juno ne puisse réagir, elle fut saisie et jetée à l'intérieur. La dernière chose qu'elle entendit avant qu'un sac ne soit jeté sur sa tête fut une voix qu'elle ne reconnut pas disant « Le patron vous salue ». Elle se réveilla dans un entrepôt, attachée à une chaise. Sa tête martelait et ses poignets étaient à vif à cause de la corde. En face d'elle était assis un homme dans un costume coûteux, l'observant avec un amusement froid. « Ainsi, vous êtes la femme qui a apprivoisé Kang Junho, dit-il. Je m'attendais à quelqu'un de plus impressionnant. « Qui êtes-vous » demanda Sharon, essayant de garder sa voix ferme. « Park Sung-min. Juno et moi avons une histoire. Une mauvaise histoire. Et maintenant, grâce à vous, j'ai enfin un moyen de le mettre à genoux. Si vous pensez que me kidnapper le rendra faible, vous vous trompez. Cela ne fera que le mettre en colère. » Sung-min rit. « Oh, je compte là-dessus. Un homme en colère fait des erreurs,
et Junho a été trop prudent pendant trop longtemps. Il est temps que quelqu'un lui rappelle que dans ce monde, l'amour est un handicap. Le cœur de Sharon battait la chamade, mais elle refusait de montrer sa peur. Il viendra me chercher. Je compte là-dessus aussi. Sung-min se leva et ajusta sa veste. En fait, je lui ai déjà envoyé l'invitation. Maintenant, nous attendons de voir qui vit et qui meurt. Des heures passèrent. Des jours, peut-être. Sharon perdit la notion du temps dans l'entrepôt sans fenêtre. On lui donna de l'eau, mais pas de nourriture. Ses ravisseurs se relayaient pour la surveiller, proférant occasionnellement des menaces sur ce qui arriverait si Juno ne coopérait pas. Mais Sharon ne craqua pas. Elle pensa à David, à la façon dont il l'avait fait se sentir faible et dépendante. Elle pensa à Jasmine, à la façon dont elle avait sous-estimé la force de Sharon. Elle pensa à chaque personne qu'il avait un jour regardée et n'avait vu en elle que quelqu'un pouvant être utilisé et jeté. Ils avaient tous tort. Elle n'était pas faible, elle n'était pas une victime. Elle était la femme qui était entrée dans la fosse au lion et avait fait en sorte que le lion tombe amoureux d'elle. Et elle survivrait à cela aussi. La troisième nuit, elle l'entendit. Des coups de feu, des cris, le bruit d'une guerre menée à l'extérieur des murs de l'entrepôt. Et puis la porte explosa. Juno entra comme un ange de la mort. Son costume était déchiré. Il y avait du sang sur son visage, mais ses yeux brillaient d'une fureur qui fit reculer même les hommes de Sung-min. Junyo. Sung-min commença. Ne dites rien. La voix de Juno était calme, mais elle portait. Ne dites pas un mot de plus. Parce que vous allez mourir, et je veux que vos derniers instants soient silencieux. Tout se passa si vite. Les hommes de Juno envahirent l'entrepôt. Sung-min essaya d'utiliser Sharon comme bouclier, mais Juno fut plus rapide. Un seul coup de feu. Sung-min s'effondra. Puis Juno fut en train de la détacher, de la prendre dans ses bras, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je suis désolé », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû mieux vous protéger. J'aurais dû. » « Arrêtez. » Sharon se recula et prit son visage ensanglanté entre ses mains. « Je suis vivante. Tu es venu pour moi. C'est tout ce qui compte. J'aurais réduit la ville entière en cendres pour vous retrouver. » « Je sais. » Elle l'embrassa doucement. « Je sais. » Ils rentrèrent chez eux cette nuit-là, dans le penthouse qui était devenu leur sanctuaire. Juno refusait de la quitter du regard. Il soigna lui-même ses blessures, l'habilla avec ses vêtements et la tint dans ses bras au lit, comme si elle risquait de disparaître s'il la lâchait. « Je ne peux pas faire ça, » dit-il dans l'obscurité. Le cœur de Sharon s'arrêta. « Que veux-tu dire ? Je ne peux pas te mettre en danger ainsi à nouveau. L'idée de te perdre, cela a failli me tuer. Peut-être devrais-tu partir. Retourne en Amérique. Recommence quelque part en sécurité. Juno. » Elle se tourna pour lui faire face. « Écoute-moi attentivement. Je ne te quitte pas. Ni maintenant, ni jamais. Cette vie, c'est ma vie désormais. Je l'ai choisie. Je t'ai choisi. Et je continuerai à te choisir chaque jour, aussi longtemps que je vivrai. Même si cela te fait tuer. Même si cela arrive. » Elle l'embrassa doucement. « Je préférerais vivre un jour dangereux à tes côtés que 100 jours en sécurité sans toi. » Il resta silencieux un long moment. Puis, « Épouse-moi. » Sharon cligna des yeux. « Quoi ? Épouse-moi » Il se redressa, le regard intense. « Je sais que je ne suis pas un homme bon. Je sais que je ne peux pas te promettre une vie normale. Mais je peux te promettre ma dévotion complète, ma protection, mon amour. Tant que je respirerai, tu seras la chose la plus importante de mon monde. Junyo. Je n'ai pas de bague. Je n'avais pas prévu ça. Mais je ne peux pas passer un instant de plus sans savoir que tu es mienne complètement. » Sharon rit, des larmes coulant sur son visage. « Espèce d'homme ridicule. Bien sûr que je t'épouserai. » Il l'embrassa alors, avec toute la passion et le désespoir d'un homme qui avait failli tout perdre. Et quand ils firent l'amour cette nuit-là, ce fut différent. C'était une promesse, un vœu, une déclaration de guerre contre quiconque tenterait un jour de les séparer. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard, lors d'une cérémonie privée dans le domaine de Juno, sur l'île de Jeju. Sharon portait une superbe robe blanche qui faisait rayonner sa mélanine. Junho portait tout du noir, bien sûr,
ressemblant aux plus beaux méchants de toutes les histoires jamais écrites. Leurs vœux étaient simples, mais puissants. « J'étais perdu avant de te rencontrer, » dit Sharon. « Brisé, vide. Tu ne m'as pas réparé. Tu m'as aidé à me réparer moi-même. Tu m'as montré que j'étais forte, que j'étais digne, que je méritais l'amour. Je promets de rester à tes côtés à travers chaque tempête, d'être ta partenaire en toutes choses, de t'aimer non pas malgré ta noirceur, mais à cause d'elle. » Junio prit ses mains et les tint comme si elles étaient sacrées. J'avais construit des murs autour de mon cœur que je pensais infranchissables. Puis, tu es entré dans mon club avec du feu dans les yeux, et tu as réduit ces murs en cendres. Je promets de te protéger, de te chérir, de te donner tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Tu es ma lumière, Sharon, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que cette lumière ne faiblisse jamais. Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait sur l'océan, et Sharon sut, avec une certitude absolue, qu'elle avait trouvé sa maison. Des mois plus tard, Sharon se tenait sur le balcon du penthouse, regardant la ville qui lui avait autrefois semblé si étrangère et qui maintenant semblait lui appartenir. Junio s'approcha derrière elle et passa ses bras autour de sa taille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « À la nuit où nous nous sommes rencontrés, à la façon dont je suis entré dans ce club prêt à mettre le feu au monde. Et l'as-tu fait ?»« Mis le feu. » Elle sourit. « J'ai brûlé tout ce qui ne fonctionnait pas. Et dans les cendres, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Nous. Nous. » Il la fit pivoter et l'embrassa sur le front. Des regrets ? Pas un seul. Son téléphone vibra. Une notification d'un compte de réseau social qu'elle ne consultait presque plus. Quelqu'un l'avait identifié sur une photo. Jasmine, postant un message cryptique sur le karma. Sharon rit et le montra à Junio. « Elle n'a toujours pas appris, dit-il. Elle n'apprendra jamais. Certaines personnes sont incapables de grandir. Veux-tu que j'envoie un autre rappel ?» Sharon secoua la tête. « Non, elle ne vaut plus notre énergie. » Elle supprima la notification et rangea son téléphone. D'ailleurs, nous avons des choses plus importantes sur lesquelles nous concentrer. Comme quoi ? Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Comme le fait que je suis enceinte. Junio se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es » d'environ 8 semaines. Je l'ai appris hier. Je voulais attendre le bon moment pour te le dire, mais elle n'eut pas le temps de finir. Il l'embrassa si profondément, si totalement, qu'elle en oublia ce qu'elle allait dire. Quand ils finirent par se séparer, il y avait des larmes dans ses yeux. Kang Junio, l'homme le plus craint de Séoul, pleurait. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir cela, » murmura-t-il. « Une famille, une vraie famille, quelqu'un qui m'aime malgré tout ce que j'ai fait. »« Tu l'as maintenant, » dit doucement Sharon. « Tu nous as. » Il tomba à genoux et pressa son front contre son ventre. « Je vous protégerai tous les deux de ma vie. Je construirai un empire dont notre enfant sera fier. Je serai l'homme que tu mérites. »« Tu l'es déjà, » dit Sharon, en passant ses doigts dans ses cheveux. « Tu l'es déjà. » 1 an plus tard, Sharon donna naissance à une magnifique petite fille avec la peau brun chaud de sa mère et les traits fins de son père. Ils l'appelèrent Sora, ce qui signifie « ciel », car elle était leur paradis, leur paix, leur monde entier. La famille Kang était plus forte que jamais. Junio avait consolidé son pouvoir, éliminé ses ennemis et commencé la transition vers des affaires entièrement légitimes. Il y aurait toujours des ombres dans leur vie, mais la lumière était en train de gagner. David finit en prison pour 3 ans. Quand il sortit, il essaya de repartir à zéro, mais les accusations le suivirent partout. Aux dernières nouvelles, Sharon apprit qu'il travaillait dans un lave-auto dans une petite ville de l'Ohio, seul et oublié. Jasmine passa d'homme en homme, ne trouvant jamais la sécurité qu'elle désirait si désespérément. Ses réseaux sociaux devinrent un cimetière de relations ratées et de cris désespérés pour une attention à laquelle personne ne répondait. Et Sharon ? Sharon devint la reine du monde souterrain de Seoul, non par la violence ou la peur, mais par l'intelligence, la compassion et un partenariat inébranlable avec l'homme qu'elle aimait. Elle pensait souvent à cette nuit au club, la nuit où elle avait surpris David avec Jasmine,
la nuit où son ancienne vie avait pris fin et sa nouvelle avait commencé. Si elle pouvait revenir en arrière, changerait-elle quelque chose? Pas une seule chose. Parce que la douleur n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, ce n'est que le début. Et parfois, la meilleure des vengeances est d'être si heureux que les gens qui ont essayé de vous détruire ne supportent même plus de vous regarder. C'est ici que s'achève l'histoire de Sharon. Mais avant de partir, je veux que vous sachiez que si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti chaque émotion que Sharon a ressentie, si vous l'avez soutenue ainsi que Juno dès le début, alors appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre famille. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine, des histoires d'amour, de trahison, de vengeance et de rédemption, des histoires mettant en scène des femmes noires fortes qui refusent d'être brisées, des histoires sans qui vous feront rire, pleurer et croire au pouvoir des secondes chances. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle a été votre partie préférée de l'histoire? Et qu'auriez-vous fait à la place de Sharon? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son histoire n'est pas terminée. Merci d'avoir regardé, merci d'être là, et je vous verrai dans la prochaine histoire.